Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Le Covid-19 a infecté à ce jour plus de 487 000 personnes dans le monde et fait plus de 22 000 morts. Quasiment éteinte en Chine, là où tout a commencé en décembre 2019. La pandémie flambe aujourd'hui en Europe. L'Italie est deuxième pays au monde le plus touché avec plus de 70 000 cas pour 7 500 décès. Face à cette tragédie mondiale, l'infectiologue français de 68 ans, le professeur Didier Raoult, propose un traitement à base de chloroquine, à côté de l'expertise sanitaire cubaine de plus en plus sollicitée. L'Italie en premier. Bonne nouvelle tout de même pour les milliers de Français en détresse. Le gouvernement vient de donner raison au professeur Raoult en généralisant le recours à l'hydroxychloroquine, tout comme sa vente au public. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée par Cédric Noufelet. Et tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Et tout de suite, c'est le fait du jour. Coronavirus, confinement et chloroquine, c'est une interrogation, madame, monsieur. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec le docteur Étoile Roger. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Serge Alain. Merci Bonsoir à tous vos auditeurs. Voilà, merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Merci pour cela. C'était un plaisir. Voilà, vous êtes médecin santé publique, c'est bien cela. C'est exact. Voilà. Et nous allons faire le tour, on ne va pas dire le tour du monde, parce que nous aurons des gens au niveau de 3 autres continents. Nous avons déjà le docteur Ghislain Nocam, qui est neurologue. Il est à Deauville, dans Normandie. Nous sommes là dans le nord-ouest de la France. Bonsoir, docteur. Bonsoir, c'est Jalin. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir pour parler de Covid-19 avec mes compatriotes. Voilà, de l'autre côté, vous pouvez voir, il est là, et lui, il nous vient de l'Empire du Milieu. Lui, c'est Jules Giala. Bonsoir, Jules. Vous êtes à Shanghai, en Chine. Bonsoir, Jules. Bonsoir, bonsoir aux Camerounais et bonsoir à Shanghai. Voilà, je commence par vous, docteur Ghislain Nocam. Cette nouvelle qui est tombée aujourd'hui, le gouvernement français qui accepte finalement le protocole servi par le professeur Raoult. Comment réagit la communauté scientifique déjà et bien évidemment les patients en France? Comment ils réagissent de ce côté-là? Effectivement, la nouvelle a été reçue avec une très grande émotion parce que, vous savez, depuis plusieurs semaines, la communauté scientifique est très divisée en France. Il y a le groupe des Marseillais avec le professeur Raoult qui prônait pour l'introduction de l'hydroxychloroquine dès le début des symptômes, et un petit groupe parisien qui faisait un peu de blocage. Et donc, enfin, aujourd'hui, on est très content que le président de la République ait signé un décret cet après-midi pour autoriser l'usage de l'hydroxychloroquine et du lopinavir et ritonavir, qui est un traitement utilisé depuis des années pour le VIH, qu'on appelle le Kaletra. Donc, à partir de maintenant, les médecins pourront prescrire librement l'hydroxychloroquine, qu'on appelle encore plaquenil, le nom commercial, ou le Kaletra, qui était utilisé déjà dans le VIH. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Et je pense que les premiers à bénéficier de cela sont les patients. Voilà, déjà sur ce plateau, docteur Étoile, comment vous réagissez à cette nouvelle? L'hydroxychloroquine qui va désormais faire partie, on l'a accepté finalement en France, et le public pourra s'en procurer au niveau des pharmacies et tout ça, sous prescription médicale, pas d'automédication. Oui,
Bon, disons que c'est une actualité scientifique, mais également une actualité politique française. Oui. Elle est d'abord française. Oui, justement. Parce que nous réagissons aussi à un décret du président de la République ou du Premier ministre français. Et donc, moi, ici au Cameroun, j'attends la déclinaison et les orientations stratégiques que les autorités sanitaires de notre pays vont prendre. Mais le ministre de la Santé disait que les 2 premiers patients, les 2 cas, ont été traités à base de chloroquine. Hein, il a dit hier oui, que c'est rentré, la chloroquine est rentrée dans leur traitement. Oui, mais maintenant, il faut voir qu'il y a une nuance. Oui. Je parle sous le contrôle des autres médecins. Il y a une différence de protocole. Oui. Le protocole qui a circulé sur la note du ministre de la Santé, c'est de l'hydroxychloroquine associée à de l'azithromycine. Oui. Et c'est d'ailleurs le protocole qui était vulgarisé même par le professeur Raoult, si je me souviens bien. Et tout ça qui a été également adopté par un certain nombre de pays tels que le Maroc, Oui. peut-être bientôt également le Bénin et d'autres. Donc c'était l'hydroxychloroquine avec de l'azithromycine. Aujourd'hui, dans le décret, nous voyons plutôt une association d'hydroxychloroquine avec l'association lopinavir-ritonavir. Comme le médecin l'a dit, c'est un médicament qui est utilisé dans le cadre du traitement du VIH-Sida. Donc c'est un antirétroviral qui est associé justement à un antiparasitaire. Donc le protocole, on peut dire que le protocole du professeur Raoult a été modifié, Oui. peut-être sur recommandation de la haute autorité de santé en France. Maintenant, les inquiétudes, nous partons là d'une étude du professeur Raoult sur un nombre limité de cas, à peu près 24 cas. Et après, on le généralise. Bon, on sait qu'on a un état d'urgence sanitaire, mais nous savons également que tous les protocoles, toutes les étapes de la démarche dans l'évolution de la validation d'un médicament n'ont pas été complètement respectées. Je pense que c'est une décision qui est scientifique, mais beaucoup plus politique quand même. Voilà. Nous allons donc prendre la direction du New Jersey aux États-Unis, où nous attend le docteur Jean-Marie Tcheté. Bonsoir, docteur Tcheté. Voilà, on va basculer, on va à Shanghai. Bonsoir, Jules. Oui, Jules, bonsoir. Vous êtes à Shanghai. Dites-nous, vous êtes ingénieur informatique de ce côté-là. Dites-nous, c'est là-bas que Oui. tout a commencé, en Chine. Et quelles ont été, comme ça, les mesures prises par le gouvernement chinois aux premières heures de cette épidémie du côté de l'Empire du Milieu? Merci. J'aimerais avant de le dire, demander aux docteurs qui sont là, pourquoi on n'a pas utilisé la chloroquine à temps, puisque la Chine avait déjà commencé à l'utiliser. Pourquoi on attend toujours que l'Europe puisse donner un feu vert pour que les Africains puissent réagir? C'est là ma préoccupation, alors que la Chine avait déjà utilisé cette molécule-là pour soigner beaucoup de malades. Oui, bon, pour répondre à votre question, ça a commencé ici comme au Cameroun, comme en Afrique. On ne croyait pas à ce virus, et tout le monde partait toujours au travail. Et c'est après 2 semaines, on a commencé à voir les morts. Alors le gouvernement chinois a directement mis le lockdown. Ça veut dire la ville de Wuhan a été fermée, plus d'accès, ça veut dire vous n'entrez plus, vous ne sortez plus. Et on a constaté qu'il y avait des gens qui avaient déjà importé le virus à l'extérieur de la ville de Wuhan. Donc le gouvernement a demandé un confinement total. Et la première recommandation, ce n'était pas de se laver les mains. La première recommandation, c'était de porter un masque. C'était la première recommandation du gouvernement chinois, porter un masque. Après ça, maintenant, quand vous avez un masque, on vous envoie maintenant dans un groupe ou par mail des éléments d'hygiène
comment vous allez vous comporter. Par exemple, on demande de laisser la clim, ça doit tourner 24 sur 24. On nous demandait aussi de ne pas sortir. On nous demandait aussi de boire de l'eau chaude, beaucoup d'eau chaude. Et c'était régulier en fait. Et en ce moment-là aussi, il y avait des drones qui sillonnaient et qui regardaient les gens qui sont dehors. Ça veut dire si vous êtes dehors et que par exemple, vous n'avez pas de masque, le drone automatiquement va vous dire de porter votre masque ou bien de rentrer. Donc, c'était comme ça que ça a commencé. C'est comme ça les débuts, en fait. Voilà, dites-moi, docteur Etoua, vous avez fait une sortie aujourd'hui. Vous pensez, entre autres mesures, les 13 mesures sorties par le gouvernement du Cameroun, vous pensez à un allègement des problèmes de frontières. On devrait ouvrir un tout petit peu. Dites-nous, à quoi ça renvoie? Oui. Pourquoi ouvrir les frontières? J'ai pas dit d'ouvrir, j'ai dit d'assouplir. Assouplir, oui, allez-y, oui. Alors, mon constat part du fait que nous tous, moi j'étais partisan de la fermeture immédiate des frontières et complète d'ailleurs, parce que le foyer de l'épidémie était en Europe, en France, en Italie et un certain nombre de pays européens. Et d'ailleurs, tous les premiers cas que nous avions enregistrés venaient de ce côté-là. Alors, vous avez vu par exemple le célèbre vol de Air France qui est venu l'autre jour, qui a déversé un certain nombre de patients qu'on a testés positifs. Donc là, il fallait rapidement fermer les frontières. Mais il se peut que entre l'espace où on a fermé les frontières et aujourd'hui, les Européens eux-mêmes, ils ont fermé leurs frontières. L'espace Schengen est complètement fermé. Et l'espace Schengen, en ce moment, c'est le foyer de l'épidémie contre le coronavirus. Et la Chine, qui était le foyer primaire, aujourd'hui s'est asséchée. Ça fait à peu près 10 jours, on n'a pas dénombré un nouveau cas d'épidémie en Chine. Oui. Ça fait 2 semaines, l'hôpital qui accueillait, l'hôpital de Wuhan, de 1000 lits, qui accueillait les malades, a été complètement vidé. Le dernier malade est sorti il y a 2 semaines. Donc aujourd'hui, on peut considérer que le foyer de l'épidémie s'est asséché en Chine, mais il est toujours aussi vivace en Europe. Un autre argument, c'est qu'en ce moment, je pense qu'il faut faire appel il faut établir des ponts avec des pays qui ont à la fois la logistique nécessaire pour gérer l'épidémie. Il nous faut par exemple beaucoup de matériel, il faut des masques, il faut des gants, il faut des tests de dépistage, il nous faut des respirateurs, il nous faut un certain nombre de choses. Bien sûr, on a les bateaux peuvent toujours arriver, les cargos peuvent toujours arriver, mais c'est pas pour charger ces bateaux, ces cargos, il faut des semaines, il faut de la logistique, il faut de l'argent. Par contre, avec 1000 tests, on peut mettre 1000 tests de dépistage dans une valise et puis quelqu'un vient avec un certain nombre de logistique hospitalière. Il nous faut également un certain nombre d'expertises. Vous avez vu, les Italiens, à certains moments, n'ont pas eu honte de faire appel aux Cubains. De faire appel aux Cubains, aux Chinois, aux Russes. Je pense que nous également, nous devons commencer à établir ces ponts aériens avec ces puissances humanitaires émergentes et anciennes. Donc nous devons, la Russie a envoyé 600 virologues en Italie. Donc nous devons avoir toutes ces expertises. Et j'ai bien peur que si les frontières restent complètement fermées, qu'il n'y ait pas cette fluidité-là. Donc pour moi, les frontières doivent rester fermées avec les pays européens qui sont des grands foyers d'épidémie, avec des pays qui ont une très grande prévalence de coronavirus, par exemple à plus de 100 cas. Mais on doit assouplir cette ouverture des frontières avec des pays qui peuvent nous fournir de la logistique pour lutter contre le coronavirus, avec des pays qui peuvent nous fournir de l'expertise technique et tout ça. Mais il y a également des conditions. La condition, évidemment, ce serait que ces frontières soient toujours fermées avec ces pays européens, première condition. Deuxième condition, il faut qu'il y ait un filtrage des personnes qui viennent au pays, un filtrage au pays
d'origine, c'est-à-dire qu'il faut faire des tests de dépistage pour toute personne qui demande le visa pour le Cameroun. Et deuxièmement, quand il arrive, on met cette personne en confinement pendant 14 jours. Et le confinement est dans un hôtel dédié qu'on va aménager, gardé par l'armée et tout ça, les forces de l'ordre. Et deuxièmement, le confinement est à la charge du voyageur. Comme ça va dissuader quand même un grand nombre de personnes de venir, et les personnes qui viendront auront un mobile soit économique, soit sanitaire, soit même familial, parce que nous n'oublions pas que nous avons des Camerounais qui sont toujours bloqués à l'étranger, et c'est un droit pour eux de revenir dans leur pays. Voilà, nous allons donc prendre tout de suite la direction du New Jersey. Nous sommes là aux États-Unis. On nous attend le docteur Tchété Jean-Marie. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Guillaume. Soins intensifs. Voilà, les États-Unis, la France vient d'accepter comme ça l'utilisation de l'hydroxychloroquine. J'y arrive, on va faire simple, on va dire chloroquine. Voilà, mais aux États-Unis, c'était déjà utilisé. La chloroquine. Oui, Guillaume, pour ces et un petit peu écrire l'antenne, l'acceptation de l'hydroxychloroquine en France n'est pas l'acceptation que ça traite cette maladie. Donc, je ne vais plus rentrer dans les débats par rapport à l'éminent professeur. Je veux juste tout simplement noter ici que le monde médical était à un dilemme. On a une maladie, coronavirus 19, donc il n'y a pas un traitement efficace à ce jour. On a d'un autre côté un médicament qui présente un potentiel, la chloroquine ou bien l'hydroxychloroquine, qui a montré des effets susceptibles de traiter la maladie au laboratoire. Mais sur la on n'en est pas encore arrivé à effectivement prouver par une médecine pas évidente que ce traitement est encouragé efficacement. Alors, face à ce dilemme, moralement et sur le plan, faut-il laisser nos malades mourir ou alors essayer de donner ce qu'on pense qui peut marcher? Alors, aux États-Unis, donc, beaucoup de protocoles ont été développés et on a pensé qu'il n'y avait pas de réponse globale à cette question. On a donc laissé le soin aux traitants de décider au cas par cas s'il faut donner l'hydroxychloroquine qu'on appelle cyclophosphamide pas à malade. Alors moi, au moment où je prescris ce médicament à un malade, c'est une responsabilité individuelle et moi seul face à ma conscience professionnelle, ma conscience humaine par rapport à mon malade. Donc, il y a des grandes universités comme l'Université d'Espagne, il y a des universités comme le Manchester University Hospital qui ont prescrit justement l'hydroxychloroquine dans leur protocole, ajouté à des azithromycine et ceftriaxone. Nous ont déjà pour traiter des maladies pulmonaires. Donc, pour répondre à votre question, le débat continue dans le monde médical, faut-il ou pas? Pour le moment, c'est au cas par cas. Donc, je voudrais simplement dire pour ajouter, partout au monde, on a dit et on continue de dire, ce n'est pas un traitement à titre préventif. Donc, les gens doivent donc arrêter les pratiques pour prévenir contre le coronavirus 19. Ça ne marchera pas. La deuxième chose qu'on connaît, c'est que cette molécule peut avoir des effets dévastateurs sur le cœur en créant la tachycardie, notamment qu'on appelle dorsal point cardiolo. Donc, nous insistons que même au moment où on va le prendre, on devrait être sous
contrôle médical absolu. Voilà, merci. Nous allons prendre la direction de Paris, je crois, de Deauville. Il est à Deauville le docteur Nokam. Docteur Nokam, la question que tout le monde se pose, pourquoi avoir attendu tant que la France compte tant de morts pour qu'on accepte finalement ce protocole du professeur Raoult? Ok, on revient sur cette question. Vous avez dit que c'est une question éminemment politique. Pourquoi en ce moment-ci? Pourquoi c'est en ce moment-ci exactement que le politique accepte ce que le scientifique a proposé depuis longtemps? Si on ne pouvait pas sauver, est-ce qu'on ne pouvait pas sauver tous ces Français qui sont morts? Qu'on compte déjà, ils sont très nombreux les Français qui sont morts. Il faut savoir que le médicament, l'hydroxychloroquine, n'est pas la seule alternative qui a été testée. Il y a plusieurs options qui ont été testées depuis la Chine. Que ce soit l'hydroxychloroquine, que ce soit la colchicine, que ce soit l'Avigan, que ce soit des dérivés du sérum. Parce qu'on a pris du sérum des personnes qui avaient été guéries par du coronavirus, et on a réinjecté chez des personnes qui étaient malades, et chez certaines personnes ils ont été guéris. Et donc il y a plusieurs options. On dénote à peu près 97 médicaments qui ont des actions potentielles sur le coronavirus. Donc l'option du professeur Raoult était une option parmi tant d'autres, et la science a des protocoles. Ça dit qu'on passe les essais cliniques en phase 1, phase 1, phase 2, phase 3. Phase 1, évidemment, c'est quand on teste d'abord sur les animaux, les rats, les souris, en laboratoire. Phase 2, on essaie sur une petite portion de la population. Phase 3, on met à grande échelle. Et phase 4, on continue à surveiller la pharmacovigilance si vous aurez des effets indésirables à long terme. Donc, après, on peut soit conserver le médicament, soit le retirer du marché. Donc, le protocole du professeur Raoult, évidemment, les scientifiques ont émis des réserves, certains de ses collègues ont émis des réserves en disant qu'il allait trop vite en besogne. Il a probablement trouvé qu'il y avait des effets intéressants, mais c'était sur une petite portion de patients, et on lui a demandé de faire des échelles à large spectre, à grande échelle. Et d'ailleurs, ces essais sont en cours. Donc aujourd'hui, le politique français a court-circuité la démarche scientifique. Alors que les essais à grande échelle sont en cours, il a court-circuité, vu l'urgence, à autoriser donc ce médicament sur la place publique. Donc c'est la première fois que le politique décide de la mise sur le marché avant vraiment des recommandations fermes de scientifiques. Donc il n'y a pas eu de lenteur. La procédure était normale, et les scientifiques, les hommes politiques français ont juste pris la mesure de la menace parce que les populations étaient en train de périr. Donc, faute d'alternative, on s'est dit, pourquoi ne pas essayer d'abord la chloroquine? Ok, nous repartons tout de suite. Nous prenons la direction de Shanghai où il est 2h30. Il est toujours là, Jules Diala. Jules Diala, avant d'entrer en studio, vous me disiez que le gouvernement chinois venait de prendre une mesure interdisant l'entrée des ressortissants étrangers en Chine. De quoi a peur l'Empire? Oui, exactement. Qu'il soit réinfecté, c'est ça? Oui, exactement, parce qu'il y a beaucoup de cas importés. Actuellement en Chine, particulièrement à Shanghai, à Beijing et aussi à Hong Kong. Et tous ces cas infectés, ce sont des étrangers qui rentrent, certains qui viennent pour le travail, certains qui viennent pour les études. Quand ils arrivent, ils doivent partir en quarantaine. Et ils partent en quarantaine pour une durée de 18 jours. Et pendant la quarantaine, ils peuvent manifester, avoir des symptômes. Et on les teste, ils sont positifs. Actuellement, Shanghai a enregistré les cas importés, c'est 90% des cas importés actuellement au niveau de Shanghai. Et je reviens sur ce que le docteur a dit tout à l'heure en disant qu'au niveau de Wuhan, ça va déjà.
Non, à Wuhan encore, on a encore environ 4000 infectés qui sont 4000 toujours encore à à Wuhan. l'hôpital, qui sont toujours à l'hôpital actuellement et qui ne sont pas encore sortis. Mais le gouvernement chinois a prévu l'ouverture de la ville de Wuhan le 8 avril. Et les bus ont déjà commencé déjà quand même à circuler dans la ville, à circuler dans la ville de Wuhan. Mais ça va progressivement là. Voilà, Jules, je reste avec vous. Vous m'avez dit que le port du masque est obligatoire en Chine. Oui, au début de l'épidémie, le port de masque est obligatoire. C'est la première recommandation qui a été dite par les autorités. Si tu sors de ta porte sans masque, on ne te permet pas de sortir. Donc, si tu ouvres la porte, dès que tu es à l'extérieur, tu n'as pas de masque, on te renvoie à l'intérieur. Donc, pour prendre le taxi, pour prendre le métro, pour aller acheter quelque chose, il te faut impérativement avoir un masque. Donc, c'est la première recommandation que le gouvernement chinois a imposée. Et maintenant, laver les mains. Et par exemple, quand on peut au supermarché pour acheter des vivres, quand on revient à la maison, il faut retirer tous les habits et laisser dehors. Et aller directement prendre une douche chaude. Et les habits que vous avez retirés, vous les mettez directement à la laverie. Donc, c'était comme ça. Donc, il y avait trop de précautions à prendre, mais c'était pour notre bien et aussi notre entourage. Voilà. Est-ce un autre confinement total? On s'achemine vers un autre confinement en Chine? Oui. Actuellement, les villes, on va dire, le confinement est lié à Shanghai. J'ai fait environ 38 jours dans une chambre dont je devais sortir une fois par semaine. Et il fallait passer au check-in, prendre la température parce qu'il y avait des policiers qui portent les lunettes thermiques, les lunettes infrarouges, je veux dire, qui scannent avec des marges de 0,3 degrés. Donc, c'était vraiment précis. Et quand tu as une température qui est en dessous déjà à 38 degrés, tu as suspecté. Mais actuellement, ça va et c'est ouvert, mais le masque, actuellement, tu ne peux pas sortir sans masque. Okay. C'est obligatoire. Voilà, merci. Je reviens à vous, Jules Diala. Le temps pour nous d'aller en Normandie où nous attend le docteur Ghislain Nokam. Docteur. Oui, c'est Jalin. Oui, docteur Nokam. Ma question était celle-ci. Il y a eu un certain nombre de morts en France. La question est simple. Est-ce qu'il a fallu attendre qu'il y ait autant de morts pour finalement valider le protocole du professeur Raoult? Alors, Jalin, je dois apporter avant tout quelques précisions de ce qui a été dit tout à l'heure. Oui. Il faut bien faire la différence entre la chloroquine et l'hydroxychloroquine. Oui. La chloroquine, c'est ce que nous avons tous pris quand nous étions petits, qu'on appelait la nivaquine. Oui. Et l'hydroxychloroquine, c'est la chloroquine mieux synthétisée avec moins d'effets secondaires qu'on appelle le plaquenil. Et donc, l'hydroxychloroquine, que moi je prescris en neurologie pour les problèmes de vascularité neurologique, est un produit mieux toléré. Et la dose que proposait le professeur Raoult était de 600 mg, alors que les effets secondaires connus, notamment les rétinopathies, les effets secondaires, l'allongement du QT que les cardiologues connaissent bien, apparaissent à des doses de 1000 mg. Et le protocole du professeur Raoult, c'était bien 600 mg. Alors, quant à la question pourquoi en France on a traîné, non, on n'a pas traîné en France parce qu'en France, dans chaque hôpital, il y avait un protocole. Nous, par exemple, ici, dans notre CHU, on utilisait un produit qu'on utilisait pour l'Ebola, qui est le remdesivir, qui est un antiviral, qui est également efficace et qui, comme par curiosité, agit un peu comme l'hydroxychloroquine. Ça bloque l'entrée du virus dans la cellule. Donc, chaque hôpital utilisait l'un des 4 traitements qui ont été intégrés dans le protocole d'études qu'on appelait Discovery. Donc, et pour pouvoir valider un traitement universel en sciences, il faut faire des études qu'on appelle des études randomisées à double aveugle.
c'est-à-dire il faut faire l'étude où le patient qui prend le traitement ne peut pas savoir lequel il prend, qu'est-ce qui n'est pas de bien. Mais vu le temps qu'il y avait pour faire une telle étude, on ne peut pas faire une telle étude. Donc le professeur Raoul a utilisé l'hydroxychloroquine à Marseille sur 24 patients, et tous ces 24 patients ont une charge virale nulle. Pour expliquer aux non-médecins, la charge virale, c'est ce qu'on dose par exemple chez les patients VIH. Ou un patient VIH qui a une charge virale nulle, donc quand il prend son traitement, le taux de virus dans le sang diminue. Quand c'est nul, il peut plus contaminer facilement, il peut plus contaminer au fait. Et du coup, il fait moins de maladies. Et le professeur Raoul, sur 24 patients à Marseille, les 24 patients avaient une charge virale nulle. Et donc, du coup, il a adopté ce traitement. Et il faut dire, en Chine, c'est quand ils ont commencé à utiliser l'hydroxychloroquine qu'on voit la courbe de décès chuter. Donc, étant donné que ce n'était pas validé, bon, chacun faisait un peu à sa sauce. Là, il y a une étude qui a été débutée le 23 mars, je crois, où il y a 3200 patients inclus en Europe, dont 800 en France, qui inclut déjà l'hydroxychloroquine, qui inclut le Kaletra, dans l'association Lopinavir et Tonavir, qui inclut le Remdesivir. Voilà. Et on devait attendre le résultat de ces études dans 6 à 8 semaines. Vu la poussée médiatique, vu le président Macron a décidé de faire signer le décret pour qu'on puisse utiliser l'hydroxychloroquine. Donc, en fait, il ne faut pas tout de suite dire que c'est un problème politique. Je pense qu'il faut être sérieux en science. Et le professeur Raoul, bon, il a été un peu avant-gardiste. Il a fait ce qu'il a fait, qui était très bien. Mais ce que les autres aussi ont fait dans les autres hôpitaux n'était pas mal. Voilà. Oui, professeur, docteur, et toi? Je voudrais quand même apporter une nuance. Ce n'est pas le professeur Raoul qui a inventé ce protocole. Oui. Ce protocole a été testé en Chine dès le départ. Et tout ça. Donc, la Chine a expérimenté plusieurs protocoles, parmi lesquels l'hydroxychloroquine. Ils ont utilisé à peu près 4 ou 5 protocoles. Même jusqu'au traitement cubain, où l'interféron alpha. Donc, ce n'est pas, comme on dit, il n'y a pas de vérité unique. Ce n'est pas c'est un bon médicament, et ça parce que en termes de santé publique, en termes de coût-efficacité, ça coûte pas grand-chose, ça coûte moins cher de payer la chloroquine. Mais ce n'était pas le professeur Raoul. Aujourd'hui, c'est peut-être lui qui a popularisé, parce que nous sommes sous les feux des projecteurs avec les médias français. C'est une figure un peu rebelle contre l'establishment. Donc, il fait à peu près... il a une belle gueule qui fait une bonne figure. Donc, avec son look de rocker des années 60. Voilà, ouais. Donc, ce n'est pas lui qui a inventé ça. Oui, c'est pas lui qui a inventé. Ce protocole existe depuis. Les activités antivirales de l'hydroxychloroquine sont connues depuis. C'est pas une nouveauté. C'est écrit dans les livres Harrison et tout ça, donc dans les livres de médecine. Mais ce n'était pas la destination première de ce médicament, évidemment. Donc, il faut quand même restituer ça, parce que j'entends... oui. Voilà. On va repasser la parole au docteur Nokam. Docteur Nokam, vous avez quelque chose à dire à la suite du docteur Étoile? Voilà. Restons un peu au Cameroun, docteur Étoile. On nous annonce aujourd'hui 88 cas, c'est bien cela, et 2 décès. Oui, j'ai lu également ces rapports sur Internet. Oui. Mais le chiffre, il y a de quoi avoir peur là. Parce que hier on était en 75, aujourd'hui on est à 88. Oui, nous sommes sous le modèle de la progression normale d'une telle épidémie. La question c'est à quand le pic? Normalement, je pense que c'est parce qu'on ne dépiste pas assez. Oui. Faute de? Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être. On a reçu aujourd'hui, j'ai vu qu'on a reçu 20 000 tests du milliardaire chinois Alibaba. Donc on ne dépiste peut-être pas assez. Parce qu'il faut savoir que dans la prévention, il y a la prévention d'une telle maladie ou d'une telle épidémie a à peu près trois étapes. Trois étapes. Il y a la prévention primaire, qui consiste à bloquer, à limiter tous les facteurs de risque de la maladie. C'est pour ça d'ailleurs qu'on demande aux gens de se confiner, de faire de la distance sociale pour empêcher que la maladie arrive. Ensuite, il y a la prévention secondaire, qui consiste à dépister précocement les cas
Et donc, il faut beaucoup dépister énormément. Pour l'instant, aujourd'hui, le dépistage est encore centralisé au niveau du centre Pasteur. Oui. Mais il faut aller, avec ces nouveaux tests, il faut aller plus vite, créer des centres de dépistage régionaux dans les hôpitaux de district, faire des hotspots et tout ça, de dépistage un peu partout. Pour que même aujourd'hui, vous savez que je suis un partisan de la solution du confinement. Mais on ne va pas au moins par secteur. Voilà, au moins par secteur, au moins des grandes villes, des grands foyers. Et tout ça, on peut isoler les grands foyers d'infection des autres villes pour que le feu de brousse ne se propage pas. Oui. Donc pour moi, il ne faut pas confiner des gens qui sont déjà malades. Si je suis malade et que je vais me confiner avec ma famille dans un immeuble d'habitation, je risque de contaminer tout ce monde-là. Donc, il faut dépister énormément des gens. Donc, ça, c'est la prévention secondaire. Ensuite, il y a la prévention tertiaire qui consiste à traiter et à réhabiliter rapidement les cas. C'est pour ça, d'ailleurs, que nous sommes, tout le monde, un peu, d'une manière ou d'une autre, soulagés avec la validation de ce protocole de traitement en France, qui va probablement, au moins parce que nous avons tous étudié, nous copions un nombre de directives en France, qui va probablement être ordonné au Cameroun, avec peut-être certains ajustements locaux, pour que les gens soient traités, quand ils sont dépistés, qu'ils soient traités rapidement, et pour qu'ils puissent reprendre leur vie active. Voilà, direction Deauville, où nous attend le docteur Noukam. Docteur Noukam, vous allez sûrement réagir à la suite des propos du docteur Etoile et nous dire à la suite la situation exacte de la France aujourd'hui, 26 mars 2020. Alors, aujourd'hui, la France suit un peu la courbe mondiale. Donc, aujourd'hui, nous avons en France 25 000 cas, 25 000 patients. Sur les 25 000, nous avons 1331 morts. Il faut dire que ça fait 5% de décès. Donc, ça suit un peu ce qui se passe partout dans le monde. Donc, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Covid-19. Mais au fait, finalement, il n'y a pas tant de décès. Il n'y a pas tant de décès que ça. Parce que dans le monde actuellement, nous sommes à 4,5% de décès. Mais c'est important de dire que c'est un décès, c'est toujours un décès de plus. Donc, il faudrait vraiment éviter, mettre en place des mesures, comme disait tout à l'heure le docteur Etoile, les mesures de prévention, le confinement, se laver les mains avec du savon tout le temps et éviter que le client soit contaminé. Parce qu'il faut dire que le Covid-19, contrairement au virus saisonnier, à la grippe saisonnière, contamine plusieurs personnes à la fois. Et le pire avec ce virus, c'est qu'on peut être contagieux sans développer la maladie. Ce qui n'était pas le cas, par exemple, d'un autre coronavirus qu'on a connu par le passé, le SARS. Dans le SARS, on contaminait 3-4 jours après la maladie. Alors qu'avec le Covid-19, on peut contaminer sans être malade. L'autre jour, j'ai reçu une vidéo sur WhatsApp, une boîte de nuit au Cameroun où les gens chantaient Corona, Corona, la maladie des Blancs. J'ai trouvé ça tellement inconscient, à pleurer. J'étais hors de moi que nos frères ne comprennent pas que c'est vraiment un danger. Et le coronavirus, le Covid-19, tue. Et ça tue surtout les gens qui ont des facteurs de risque, dont l'hypertension, il y en a beaucoup au Cameroun. Le diabète, il y a beaucoup de diabétiques au Cameroun. Les gens en surpoids, il y en a beaucoup au Cameroun. Oui, ça tue les Noirs. Ce n'est pas une maladie des Blancs, comme certains chantent dans les boîtes de nuit. Ça tue tout le monde, donc faisons vraiment attention. La Chine a réussi, comme l'expliquait notre compatriote tout à l'heure, par des mesures strictes, sévères. Je pense qu'il faudrait que le Cameroun fasse pareil, que les gens restent chez eux. Les gens arrêtent d'aller dans les boîtes de nuit, dans les bars, au marché. On reste, on ne va pas mourir si on reste quelques temps à la maison pour éviter de contaminer. Parce qu'on peut être contagieux sans le savoir. Voilà. Et surtout, les enfants sont très contagieux et ne développent pas la maladie. Donc, c'est un peu ce que nous faisons ici en France. En France, les rues sont vides. On ne sort plus de la maison. C'est le télétravail. Bon, moi, je travaille parce que je vois des patients. Ma secrétaire en téléconsultation, télétravail chez elle. Et effectivement, il faudrait qu'au Cameroun arrive à faire la même chose. Voilà, docteur Etoile. Oui, je voulais dire que, en principe, le modèle de progression, de propagation de cette épidémie n'est pas arithmétique. Hein, ce n'est pas plus 2, plus 4, plus 5. C'est un modèle exponentiel. Oui. C'est-à-dire qu'on peut passer, comme vous avez vu, de l'Italie, de 21 cas à 30 000 en l'espace
de 2 ou 3 semaines. Donc, aujourd'hui, j'ai lu, par exemple, à la CRTV que il y avait à peu près 240 personnes qui attendaient d'être dépistées à Douala et à peu près 150 étaient dépistées à Yaoundé. Donc, probablement, si on avait dépisté déjà tout ce monde, on ne serait pas à 88. Hein? Probablement, on serait déjà à peut-être 200, 300. Donc, le modèle de progression est un modèle de progression exponentielle. Donc, ça va très vite. À peu près une personne contamine 3 autres qui contaminent 3 et ainsi de suite. Donc, je pense que nous devons accélérer, mettre un pied d'accélérateur sur le dépistage, accélérer avec la sensibilisation pour réduire, pour allonger les distances sociales, le confinement et tout ça là pour rapidement arrêter cette épidémie. Ok, direction Shanghai où nous attend toujours Jules Diala. Retour sur les méthodes draconiennes, on va le dire comme ça, utilisées par le gouvernement chinois pour venir à bout, on va le dire. On va le dire comme ça, on va l'accepter. Mais comme vous dites que ça revient, pour venir quand même à bout de cette épidémie. Nous sommes en Chine. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement le gouvernement chinois? D'accord. La première des mesures, c'était le confinement total de toute la population. Et ça a commencé par la ville de Wuhan avec 60 millions d'habitants qui ont été tous confinés à la maison. Personne ne sortait, tout était fermé. Et en plus, toute la Chine. Shanghai y compris où je suis actuellement. Donc, après cela, il y a eu une période de distribution des masques et la distribution des zones de ravitaillement pour la nutrition. Et aussi les fermetures de certains accès, puisque certaines entrées ont environ 5 accès. Donc, il y avait une seule entrée, une entrée principale, où tout le monde doit passer et passer au scan. Alors, ils ont aussi utilisé le big data. Ça veut dire qu'ils ont récupéré toutes les données, puisque en Chine, généralement, ça enregistre. On met nos informations, le gouvernement a des applications, tout ça, on enregistre dessus. Donc, quand ça enregistre sur la base de données, les gens infectés qui sont dans mon coin, où je suis actuellement, il y avait 19 personnes infectées. Et comment il fallait que je puisse savoir qu'il y a 19 personnes infectées? Sur la map chinoise, ils ont mis des points. Ils ont dit il y a 19 personnes infectées. Il y avait un qui était à 1 km de moi, l'autre qui est à 500 mètres de moi. Et la map me dit ne prends pas cette route, prends plutôt cette route si tu vas aller sur telle place. Donc, il me dirigeait, il faisait en sorte que j'évite les coins infectés. Parce que quand il y a des zones infectées, il va falloir désinfecter. Donc, il y a un camion qui venait, il lavait le goudron, il versait le désinfectant tout le long de la route. Et une autre mesure qui était très, très intéressante, c'est celle qu'elle a mis une surveillance permanente des drones pour permettre aux gens de porter le masque et de rester à la maison. Et l'autre mesure, maintenant, c'était pour la distribution du kit. Parce qu'ils utilisaient il y avait des robots qui distribuaient à manger. Ça veut dire, quand il y avait un patient malade, c'est le robot qui partait distribuer la nourriture. Donc, ce n'était pas un être humain comme moi. Bon, je veux porter un peu ce cas et revenir un peu au Cameroun. Oui. Alors, au Cameroun, actuellement, on a des marchés. C'est bien de bien les fermer et d'avoir un seul accès d'entrée au marché et d'utiliser des caméras infrarouges et les poser au centre, à l'entrée. Ça veut dire quand les gens viennent pour aller au marché, on les scanne et on voit ceux-là qui peuvent être infectés parce que je écoute toujours les docteurs me dire lavez les mains, mais aucun des docteurs ne dit pourquoi il ne faut pas porter les masques parce que chez nous en Afrique, c'est différent de ce qu'il y a en Europe. En Europe, il n'y a pas la poussière. On n'a pas la poussière ici, on ne sait pas ça. Et au Cameroun, si tes mains sont propres et la poussière amène le virus sur ton visage, mais tu seras infecté d'office. Donc, okay. C'est pour ça que j'insiste dessus sur le fait de masque. Et l'autre mesure forte,
qu'ils ont fait, ils ont créé des applications d'identification. Ça veut dire chaque étranger, les étrangers devaient s'enregistrer sur une plateforme, mettre les positions où ils sont, dire avec combien de personnes ils sont, s'ils ont eu contact avec une personne infectée ou pas, aussi dire dans les entourages s'il y a eu des personnes infectées ou pas. Donc, dans l'application, tu décris, et aussi, il y a une autre application qui est utilisée par la majorité des étrangers en Chine, même des Chinois. Alors, quand tu sors de la maison, c'était bien pour les étudiants parce qu'on vous fait le temps de sortie. Si tu sors du campus, il va compter tes pas. L'application va compter tes pas, dire combien de pas tu as fait pendant la journée. Et là, on pourrait savoir où tu es parti. Et quelques derniers endroits où tu es parti, si après, il y a une personne infectée dans le secteur. Okay. Alors, ça, c'était l'une des choses qui a permis aux gens de rester parce qu'ils avaient peur qu'on puisse les suivre après et on puisse dire qu'ils ont violé la loi chinoise. Okay. Et aussi, le gouvernement chinois nous a beaucoup aidé surtout en nous envoyant des messages forts, des messages pour nous dire qu'ils vont gérer la situation, que c'est gérable, pour nous reconforter. Dans votre téléphone? Ce qui était extraordinaire, c'était qu'ils ont envoyé en temps réel les informations sur le terrain. Ok. Oui. Voilà. Docteur Etoin, est-ce que vous ne pourrez pas se rapprocher de la Chine pour copier même l'Europe? On n'a pas comme l'impression que les pays européens se rapprochent de la Chine. Oui, c'est la différence fondamentale dans la gestion de l'épidémie entre la Chine et l'Europe. Vous avez suivi son explication. Il ne vous a pas parlé d'un traitement miracle, tel que la chloroquine. Oui, du tout. En Chine, vous n'avez jamais entendu parler d'un traitement miracle. Pourtant, ils ont eu un foyer, ils ont eu près de 100 000 personnes qui ont été infectées. Donc, c'est la différence d'approche. En Chine, comme vous l'avez suivi, il y a eu énormément de l'utilisation de la technologie, l'intelligence artificielle. Bon, on va peut-être, sur le modèle européen, on va dire que ça limite les libertés individuelles parce que quand vous sortez, vous êtes fiché et également, et tout ça, là, vous êtes suivi et tout. Ça entre dans les vies privées parce qu'on dit on compte vos pas et tout ça, c'est quand même c'est un problème. Toutes les lois européennes et tout ça ne peuvent pas permettre ça. Vous savez, les problèmes que Google a en ce moment avec la Commission européenne sur les questions de vie privée. Donc, la Chine, on ne va pas dire que c'est un grand modèle de démocratie. On va peut-être un peu poser la question si est-ce que la démocratie ne s'accommode pas, s'accommode-t-elle avec la gestion en temps de crise de ce type d'épidémie? Pour revenir sur la question du docteur Raoul, faut-il et tout ça, si c'était la Chine, on n'aurait pas attendu 2 mois pour trancher ça. C'est-à-dire que le gouvernement aurait décidé qu'aujourd'hui, c'est la chloroquine. D'ailleurs, vous n'avez pas entendu ce débat en Chine. Donc, ils ont utilisé ces méthodes, ils ont violé les libertés des gens, mais ils ont contrôlé chaque individu. Il y a plus de 1,5 milliard de citoyens en Chine. Ils ont contrôlé tout ce monde. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est transposable en Europe? C'est pas sûr. Et pour ramener en Afrique, vous voyez encore que le gap numérique et technologique est encore trop... Voilà, on va revenir après le journal, madame, monsieur. Le temps d'aller à la rencontre de Cédric Mouffelé qui est déjà là pour les titres du 20h. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, le ministre de la Santé publique donne raison à Equinox Télévision qui, dans son enquête exclusive, avait révélé qu'Achille Moukouri présentait les symptômes du Covid-19. Et ce soir, le ministre de la Santé confirme qu'il a été testé positif et regrette son arrivée tardive à l'hôpital, ce qui fait que c'est un
décès liés au Covid-19. Vous suivrez les propos du ministre de la Santé publique dans le journal de 20h. Et en ce moment, il y a eu une session à l'Assemblée nationale où le président Kavaï Guédibril était bel et bien présent dans l'auguste chambre. Il a même été contrôlé à l'entrée du Palais des Verts de Ngouaekele. Quelle ambiance dans laquelle les députés travaillent au moment où le Cameroun est confronté à cette pandémie de coronavirus avec plus de 80 cas enregistrés jusqu'à cette heure. Nous ferons le point, vous les écouterez également, ces parlementaires s'exprimer dans le journal de 20h. Et en France, la nouvelle est officielle, le traitement à base de chloroquine est désormais prescrit selon les dispositions légales. Les autorités françaises viennent d'approuver ce traitement, demandant aux différentes officines des pharmacies, des médecins d'utiliser un protocole thérapeutique et qui doit être administré aux patients du Covid-19 en France. Quelle est la stratégie déployée dans les pays africains où l'état d'urgence a été décrété? Nous ferons le point dans le journal de 20h. Nous parlerons également ce soir, Serge Alain, dans notre série d'hommages à Manu Dibango. Vous suivrez l'un des artistes de renom qu'il a connu depuis une cinquantaine d'années, Tala André Marie, qui raconte les circonstances de sa rencontre avec Manu Dibango, leur exploit artistique et comment il a appris la triste nouvelle de sa disparition et un morceau choisi d'une musique devenue légendaire, Soulma Kossa. C'est à suivre dans le journal de 20h. Serge Alain. Développement de tous ces titres, c'est tout à l'heure dans le journal 20h de Cédric Noufelé. Quant à nous, on se retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief dans 4 continents, madame, monsieur. Retour sur le plateau Equinox Soir, c'est la deuxième partie consacrée au débrief du journal. Nous serons toujours en compagnie du docteur Jean-Marie Tuété depuis le New Jersey aux États-Unis, docteur Nokam Ghislain à Deauville, nous sommes en France, et Jules Diali à Shanghai. Nous sommes là dans l'Empire du Milieu. La Chine est sur ce plateau avec nous à Douala, docteur Etoa Roger. Bonsoir une fois de plus, docteur. Comme on a dit, peu de soulagement avec ce matériel qui est arrivé. Oui, c'est un énorme soulagement, à la fois pour les autorités camerounaises, pour le personnel de soins, parce que vous savez que j'ai vu dans la liste, il y avait du matériel de protection, oui. Parce que c'était une grande hantise pour le personnel. Le personnel soignant, on va en parler tout à l'heure. Donc c'est un grand soulagement, oui. Et vraiment au nom des personnels de soins, oui. Et peut-être des Camerounais, je dis un grand merci au PDG et à toutes les autorités camerounaises qui ont facilité l'arrivée de ce don. Voilà, vous avez dit vous-même, 20 000, c'est déjà quelque chose quand même. Ça rassure un peu aussi les potentiels, les patients, on va le dire. Oui, 20 000 tests de dépistage, parce qu'il faut accélérer le dépistage. Je suis vraiment pour l'accélération du dépistage. Il faut tester encore tous les citoyens pour qu'on ait une cartographie exacte. Vous avez vu l'invité qui est en Chine, vous a dit que tout était basé sur l'intelligence artificielle. Voilà. On avait la cartographie exacte des personnes qui étaient infectées et ça permettait à tout le monde de savoir qu'il ne faut pas aller dans cette rue, il faut aller comme ça, le voisin... Mais en même temps, vous avez développé tout à l'heure les libertés qui étaient un peu violées. Oui, nous, on ne va pas utiliser... Il faut savoir ce qu'on veut quand on est malade. Oui, nous, on ne va pas utiliser l'intelligence artificielle, d'ailleurs, on n'en a pas les moyens. Oui. Mais c'est au moins pour savoir au niveau communautaire qui est touché. Parce que si un membre de la famille est touché, on va organiser son confinement au niveau familial. On va peut-être lui trouver une chambre, un appartement où il va rester tout seul, mais il faut quand même que tout le monde soit testé. Même dans les entreprises, moi je suis médecin du travail, on a besoin de savoir qui est touché, qui est infecté, pour pouvoir... Comment ça se passe chez vous ? Voilà, vous êtes là, j'ai la chance de vous poser la question. Comment ça se passe chez vous, dans votre entreprise ? Nous, on a mis en entreprise, le directeur général a mis en place un plan
de prévention contre le coronavirus qui est basé déjà, parce que sur la façade maritime, déjà on a un traçage des navires et tout ça qui arrive. On sait qui vient de tel pays, qui est touché et ainsi de suite. On a une procédure de confinement supplémentaire de 14 jours au niveau de la bouée de base. Les frontières sont fermées, non? Frontières maritimes? Oui, mais les frontières, mais les marchandises continuent. Oui. Justement, il y a cette restriction-là, voilà. oui. Donc, on a un checking de l'équipage avant qu'ils arrivent. Ça, c'est au niveau maritime. Au niveau portuaire, nous avons également des salles d'isolement. C'est-à-dire que si on dépiste éventuellement des cas, on peut les mettre là. Mais maintenant, au niveau de l'entreprise, nous avons mis en place tout un dispositif d'hygiène et d'assainissement. Il y a à tous les étages, il y a des flacons de gel, il y a des dispositifs de checking avec la température. Quand vous partez à tous les étages, tous les employés ont reçu des masques plusieurs fois. Nous faisons également de la sensibilisation, du porte-à-porte et tout ça là pour apporter. Même jusqu'aux personnes qui vendent des nourritures aux abords, nous avons fait de la sensibilisation, distribué des masques, des gels pour qu'ils soient sensibilisés contre le coronavirus. Mais maintenant, nous avons également des mesures administratives. Si avant la fermeture des frontières, tout le monde qui revenait de l'étranger, il passe une procédure de confinement à la maison de 14 jours avant de retrouver les collègues. Et s'il y a quelqu'un qui manifeste des signes ou alors on a mis en place une espèce de checklist et tout ça là avec des points où on essaie de noter si vous avez de la fièvre, si vous avez des maux de tête, si vous avez été en contact avec des personnes, si vous étiez dans une certaine zone avec des points et tout ça. Donc quand vous atteignez un certain quota, vous êtes soit à un risque, vous êtes gradué à un risque faible, un risque modéré ou un risque élevé. Un risque modéré, un risque faible, nous essayons de mettre en place, on vous rassure et tout. Un risque élevé, on prend des précautions pour vous pour faire de l'éviction sur le lieu du travail. Et un risque élevé, nous appelons le 1500, nous contactons les autorités sanitaires pour faire un test plus approfondi. Voilà, madame, monsieur, nous allons prendre la direction du New Jersey où il est 15h41. Nous allons à la rencontre du docteur Tchété Jean-Marie qui est là. Bonsoir une fois de plus. Bon après-midi chez vous, docteur Tchété. Et vous allez réagir sur ce don d'un, on va dire, un Chinois, PDG d'Alibaba, fondateur Alibaba, 20 000 tests pour le Cameroun. C'est déjà quelque chose. On dit que c'est déjà quelque chose. Mais aussi vous, le personnel, il y a ce débat sur le personnel de santé qui est en contact tous les jours. Il y a une espèce d'hantise. Comment vous vivez ça là-bas? Comment vous vivez avec ça? Docteur, alors, c'est dire peur au quotidien, mais bien, il faut bien que les personnes soient là pour traiter les autres. Nous y partons chaque matin. Parmi nous, il y aura bien qui vont tomber malades et on a des collègues qui vont mourir de cette maladie. Ça va de soi. On est presque sûr que ça va arriver comme ça arrive partout d'ailleurs. Alors, maintenant, au niveau de la protection, il faut essayer de comprendre le mode de transmission de cette maladie pour pouvoir essayer de rassurer les uns et les autres sur comment effectivement se protéger. Donc, au moment où je vous parle, la seule chose qui est vérifiée, c'est que ça se transmet par ce qu'on appelle des larges gouttelettes. C'est-à-dire, en anglais, on va dire des larges droplets. Donc, ces droplets, parce qu'à cause de la densité, c'est-à-dire ces gouttelettes-là qui sortent du patient, à cause de sa densité, ne peuvent pas techniquement rester dans l'air pendant longtemps. Donc, si vous êtes à 10 mètres de moi et je suis infecté, je vous parle, vous ne pourriez pas avoir une contagion directement en m'écoutant ou bien en restant à côté de moi. Donc, il faut que vous soyez assez proche de moi, 6 pieds environ, ce qu'on pense, pour que je puisse vous contaminer si je n'ai pas de masque.
Maintenant, si je parle, comme je viens de vous parler, et sur mon ordinateur, je laisse des gouttes, si j'étais contaminé. Vous venez maintenant, vous touchez à mon ordinateur, vous allez donc prendre ces gouttes sur vos mains. Et quand maintenant, par mégarde, vous passez la main dans la bouche, ou bien sur le nez, ou bien sur les yeux, alors là, vous transmettez le virus dans vous-même. Ceci pour dire, la transmission personne par personne peut être limitée si justement on se mettait on respectait ce qu'on appelle l'isolement social. Ça devrait en principe être limité. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est faudrait-il porter les masques pour marcher en public pour se protéger contre cette maladie? Scientifiquement parlant, ceci n'a pas été démontré. Pour la raison simple que je vous ai dit tantôt, ça se transmet par les grosses gouttelettes qui ne peuvent pas rester dans l'air pendant longtemps. Alors, voilà que donc j'ai touché déjà ma bouche avec ma main. C'est pas très évident de ne pas le faire. Donc, alors, nous donc ne conseillons pas aux gens de sortir avec les masques dans la rue pour se protéger contre cette maladie. Par contre, si vous êtes un soignant, puisque vous êtes en contact quotidiennement et à tout moment avec les patients, moi, pour ausculter le patient, je m'approche carrément vers lui. C'est-à-dire, je suis, quand j'escrute son dos, je suis, ma bouche est déjà sur sa tête pour bien l'écouter. Quand je suis sa poitrine, je suis à lui. Donc, je devrais me protéger contre cette transmission du patient. Donc, cela pour dire, c'est une bonne chose que les masques soient arrivés, mais c'est surtout une bonne chose que les tests soient arrivés chez nous au Cameroun. Je pense que ces tests-là, si on pouvait tester à grande échelle, ça nous permettrait vraiment de contrôler la maladie. Le cas de la Corée est un exemple. C'est-à-dire qu'on a fait un test systématique de toute la population en Corée parce qu'ils avaient les moyens de le faire. Ça a donc permis à ceux-là qui se sont retrouvés être contaminés à prendre des distances sociales par rapport aux autres. Donc, c'est toujours bien de savoir si on est contaminé et si on a la conscience, on devrait donc prendre ces distances et éliminer le taux de transmission de la maladie. Alors, vous avez sur le panneau un médecin, comment on appelle encore, de la santé publique. En santé publique, il y a un truc qu'on appelle le R0, qui en fait, c'est une donnée statistique en fait, qui permet de mesurer ce que je vais appeler l'index de contamination secondaire, c'est-à-dire combien de personnes sont contaminées à partir d'une personne qui a été, la première personne qui a été contaminée. Donc, pour le coronavirus à ce moment, les gars en statistique ont dit quand R0 est inférieur à 1, la pandémie va partir seule. Quand R0 est égal à 1, la pandémie va aller de manière constante et finalement va disparaître. Quand R0 est supérieur à 1, on va observer une croissance exponentielle de la pandémie. Malheureusement, pour le coronavirus, à l'heure où je vous parle, R0 est entre 2,5 et 2,9. Ça veut dire que partout au monde, dans les pays qui sont encore en la courbe montante, je veux dire aux États-Unis et dans tous les pays africains, nous devons encore voir beaucoup de cas se présenter chez nous. Mais alors, beaucoup de cas. Alors, est-ce que donc il faut paniquer? Je veux dire non, il faut garder la tête froide parce qu'en paniquant, ça ne résout pas le problème. Oui. Donc, mon idée ici, c'est qu'on soit préparé à voir ces cas. On va les voir. Qu'on soit préparé donc à savoir que si je suis contaminé, je me reste distancé des autres personnes. Qu'on continue à pratiquer le mode d'hygiène. Comme je vous ai dit tantôt, la contamination d'un malade à l'autre, à une personne saine, directement ne peut être possible qu'à l'heure actuelle que si vous vous rapprochez à moins de 6 pieds, qui doit être l'équivalent de 9 mètres, je pense. Si la distance est observée, vous n'aurez pas cette contamination. Mais maintenant, si, comme je l'ai dit, la surface sur laquelle vous allez travailler est contaminée, la transmission est possible. C'est pour ça que nous disons aux gens, lavez-vous les mains autant que faire se peut. C'est pour ça que nous disons aux gens, évitez d'approcher
vos mains de vos nez ou de vos yeux ou bien de la bouche sans les avoir lavés. Parce que ça semble être le plus gros mode de transmission mondiale. Ok. Voilà, une réaction, docteur, et toi? Il a absolument raison. Oui. Donc, vous savez, je ne fais que marquer ma prudence face aux découvertes scientifiques, aux médicaments miracles. Je suis pas pessimiste, je suis prudent, tout simplement, parce que j'attends un peu voir un peu ce que ça va donner. Et donc, jusqu'aujourd'hui, je suis sur la sensibilisation et les mesures institutionnelles. Donc, je suis parfaitement d'accord avec lui et tout ça. J'insiste, s'il y a un message qu'il faut que je passe aujourd'hui, à la fois aux autorités, aux citoyens, c'est de se faire tester. Tester encore. Et après, parce que peut-être aujourd'hui, on se résout un peu fatalement à la question du confinement, mais si nous avions une population assez éduquée, assez ordonnée, on aurait dit à tout le monde, observez les distances sociales, que vous alliez au travail, vous allez au marché, à la banque. On a encore vu des images devant une banque où les gens sont empâtés et tout ça, la machin, ce n'est pas bon. Mais là, il y a un problème, parce qu'il y a des gens qui ont réagi. Je crois que le ministre des Finances, lui, Paul Motazé, a demandé aux établissements bancaires de multiplier les guichets. Cette image, on se dit que ça prouve qu'il y avait un seul guichet. Parce que ça fait débat, cette image. Oui. Ça veut dire que on doit... Parce que s'il y avait plusieurs guichets, je ne crois pas qu'on aurait vu ce spectacle-là. Exactement. Ça veut dire que nous devons aller plus loin sur la question peut-être sur la question de la démonétisation, en fait, de tout ce qu'on n'arrêtait pas avec la monnaie scripturale. Oui, la monnaie en papier. Voilà, la monnaie papier et tout ça. Si les gens recevaient de l'argent de façon électronique et tout ça, ils n'auraient pas à aller s'aligner devant les banques. Donc, nous devons respecter. Moi, je m'adresse vraiment à tout citoyen qui me regarde. Si vous avez un message à entendre, c'est de respecter les distances sociales. Rester loin des autres. Pas de voisins, pas de visites. Même au travail, les réunions doivent être vraiment limitées. Vous devez très peu approcher les collègues. Au mieux, si vous pouvez prendre un taxi pour vous seul en dépôt, peut-être c'est cher, ou alors un peu, si vous voulez faire un peu de sport, de marcher à pied, ne vous serrez plus, ne collez plus les gens, ne prenez plus des rangs, ne traînez plus dans des lieux de débit de boissons. Vous devez respecter les distances sociales. Parce que si tout le monde est éduqué, si tout le monde est sensibilisé, je pense que on peut, si on atteint une masse critique de personnes sensibilisées et éduquées, on peut éviter le confinement général qui se rapproche fatalement de nous. Voilà, direction l'Asie où nous attend Jules Ndiala. Jules, dites-moi, vous avez parlé du 8 avril comme date d'ouverture de la ville de Wuhan où tout a commencé. À quoi s'attelle le gouvernement chinois aujourd'hui? Est-ce que la sensibilisation se poursuit? Parce qu'on dit que l'épidémie est en train de s'éteindre, on va le dire comme ça. Que fait aujourd'hui le gouvernement chinois par rapport au coronavirus? Avant de vous répondre à cette question, j'aimerais rapidement revenir sur ce que le docteur Tuaté a dit. Oui. Il a dit il ne faut pas absolument porter le masque parce que par rapport à l'infection. Mais j'ai dit le gouvernement chinois a mis une méthode qui a fonctionné. Il faut absolument porter le masque et ça a fonctionné. Donc porter le masque, c'est une bonne chose et c'est la meilleure des choses à faire. Parce que si les mains sont souillées, en venant toucher ton visage, il va voir le masque, ça va te couvrir. Je reviens maintenant au niveau de la sensibilisation. Oui, la sensibilisation, ça se fait toujours. Et nous avons toujours des mails, nous avons toujours des messages forts de soutien venant de nos collègues, venant de nos amis, venant du gouvernement chinois pour nous rassurer, nous étrangers qui sont là. Et un support formidable pour le gouvernement chinois. Et je dis encore merci pour ce que le milliardaire chinois Jack a fait. Et c'est un monsieur qui a toujours aidé les Africains en Chine. Il a beaucoup fait pour les Africains en Chine. Et maintenant, j'ai quelques recommandations rapidement à donner au gouvernement. Oui, allez-y. Au niveau des bus,
au niveau des agents de transport, Oui. il faudrait que, avant que des gens ne voyagent, qu'ils s'enregistrent, qu'ils disent où ils partent, avec qui ils étaient, avec qui ils étaient en contact la dernière fois, qu'ils enregistrent ces informations et que ça remonte au niveau du gouvernement. Au niveau des marchés, que ça soit bien structuré, qu'avant d'entrer, qu'il y a des scanners pour détecter la température. Au niveau maintenant, j'appelle maintenant la population, si vous n'avez pas un masque, fabriquez-le et portez-le. C'est très important. C'est la meilleure des choses que vous pouvez avoir actuellement pour vous protéger contre cela. Parce que c'est ce qu'on nous demande de faire ici et on l'a fait et ça a marché. Et il faut rester à la maison, il faut sortir pour des choses précises. Et le dernier truc que je veux dire, c'est nos informaticiens qui sont là, qui travaillent avec le gouvernement. Vous pouvez proposer des solutions concrètes qui peuvent permettre de pouvoir regrouper toutes les informations des gens qui sont venus, qui sont arrivés au pays. Et ces informations peuvent être traitées soit pour les traquer, soit pour les contrôler, soit pour savoir avec qui tu es en contact pour les tests. Sinon, on va savoir qui est où, qui fait quoi et qui est en contact avec qui. Ça serait très difficile à faire et on va tester tout le Cameroun. Ok. Donc, il faut vraiment ces restrictions-là. Et restrictions au niveau des sorties des villes, ça veut dire aller à Buea, aller à l'ouest, aller au sud-ouest. Il faut des mécanismes qui vont permettre de tester des gens, pas de tester, au moins pour les tracer, quoi. Pour prendre la température avant la sortie des villes. Oui. Ok. Voilà, docteur, et toi, il y a ce débat qui revient, le port du masque. On l'a vu, Jules Ndiala a dit qu'en Chine, c'est le port systématique. On a misé sur le port systématique du masque, obligatoire. Le docteur, tu étais aux États-Unis, il semblait dire que c'est soit le patient, soit le corps médical. Ce débat sur le port du masque. Oui, pour moi, c'est à la fois, il faut mettre sur la balance la réalité économique et la réalité sanitaire. J'ai toujours dit, dans le meilleur des cas, dans le meilleur des mondes, tout le monde doit porter le masque. Dans le meilleur des cas. Le personnel soignant, les passants et tout. Bon, maintenant, il se peut que le masque est une denrée rare. Oui. Les masques sont très rares. Aujourd'hui, nous avons peut-être reçu en don quelques masques, mais aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Le marché des masques est très tendu. Si bien que j'ai vu des gens recycler les masques, les gens vont me chercher des masques dans des poubelles et tout. Donc, c'est extrêmement difficile. Donc, quand vous avez un produit rare en économie, il faut savoir hiérarchiser les priorités. Donc, la priorité des priorités, c'est ceux qui sont au front contre contre le coronavirus, c'est-à-dire les personnels de santé. Il faut d'abord leur donner des masques. Ensuite, il y a des personnes qui sont à risque, les malades et tout ça qui ont été détectés positifs ou qui sont à risque de l'être. Ils doivent porter les masques pour ne pas contaminer les autres. Et ensuite, il y a ceux qui visitent des lieux bondés, des marchés, qui sont dans les cages d'ascenseurs avec plein de monde, qui sont dans les lieux de réunion. Ils doivent porter le masque. Après, le reste de la population. Donc, il y a une hiérarchisation des priorités, en fait. Parce que le masque, la réalité chinoise, où tout le monde peut avoir le masque, les masques sont fabriqués en Chine, le gouvernement a les moyens d'offrir des masques, les citoyens ont les moyens d'acquérir des masques, n'est pas la réalité européenne, n'est pas la réalité américaine, n'est surtout pas la réalité africaine. Par contre, je suis d'accord avec lui que les masques ne doivent pas seulement être des masques achetés. À un certain moment, on doit aussi faire preuve d'une certaine ingéniosité. Et je suis assez curieux que les entrepreneurs, les Camerounais soient assez indolents sur cette crise du coronavirus qui aurait pu être une opportunité.
que ce soit par exemple pour la fabrication, pour fabriquer un masque, aujourd'hui nous avons des masques jetables. Pourtant, des gens peuvent, des couturiers et tout ça là, fabriquer des masques qui sont qu'une portée durable, qui peuvent être lavables, réutilisables et tout. On n'a pas besoin, le virus, on n'a pas besoin d'avoir des masques extrêmement sophistiqués. Même des masques peuvent être fabriqués sur place et tout ça. Même des foulards peuvent être utilisés en guise de masque. Je suis aussi à la suite de l'invité qui est en Chine, surpris par l'extrême apathie de nos start-upers, de nos ingénieurs informaticiens et tout ça qui fabriquent toutes sortes d'applications qui sont parfois inutiles. Voilà une opportunité qui est le coronavirus. Essayer de nous trouver des applications et tout ça là, qui peuvent à la fois sensibiliser les gens, qui peuvent aider à la prise en charge, au suivi et tout ça là, qui peuvent aider même sur des questions de planification, de santé publique et tout ça là, et intégrer les questions d'intelligence artificielle. Donc je pense que nous avons largement les qualités pour faire tout ça. Voilà, direction la Normandie où nous attend le docteur Ghislain Nokam. Ghislain Nokam, docteur Nokam, dites-moi, le personnel de santé, vous, en France, vous avez perdu un certain nombre de confrères. Et hier, le président Macron, lorsqu'il était à l'hôpital de campagne militaire à Mulhouse, il a fait un clin d'œil à ce personnel de santé-là qui est en contact avec les malades. Ça vous a rassuré, tout ce qu'il a promis? Oui, c'est Jalin. Oui, effectivement. Il faut comprendre que dans le coronavirus tue tout le monde, y compris les médecins. Et effectivement, nous avons perdu 5 médecins à ce jour. Bon, pour éviter que cela continue, ce qui a été fait, c'est que nous avons donc depuis la semaine dernière, chaque médecin français a droit à 18 masques par semaine. Donc là, chaque lundi, je vais à la pharmacie près de ma clinique, je récupère mes masques gratuitement. Et il faut savoir que on a 18 masques parce qu'on met un masque, on va le garder 4 jours. Et ce qui est important de préciser sur la mortalité, c'est que ceux qui décèdent le plus dans le coronavirus, c'est les personnes âgées de plus de 70 ans. Parce que quand on regarde l'étude, parce que les Chinois, les Chinois ont fait la maladie ils ont publié un très beau papier en février 2020, 24 février, sur 44 000 patients qu'ils ont suivis. Et quand on suit l'étude chinoise, on voit que sur 44 000 patients, ils ont eu 5% de décès. Dans les 5% de décès, c'était des patients qui étaient 8% des patients décédés avaient plus de 70 ans. Il y avait des patients qui avaient des maladies cardiovasculaires. Il y avait ceux qui étaient diabétiques, ceux qui avaient des maladies respiratoires, l'hypertension artérielle, cancer. Donc, si on veut faire une protection ciblée, puisque malheureusement au Cameroun, nous ne pouvons pas donner les masques à tout le monde, faute de moyens, on ne peut pas confiner tout le monde, peut-être par rapport à l'économie va chuter de manière drastique. Moi, ce que je pourrais proposer à nos instances gouvernementales, c'est de donner les masques à tout le personnel de santé, de manière gratuitement, les masques qui ont été reçus, parce que le personnel de santé va continuer à recevoir les gens, de préparer des centres de réanimation, parce que malheureusement, ça arrivera. Il faudra, parce que le coronavirus, il faut savoir que 85% des gens qui contractent le virus vont guérir, ils vont même pas aller en réanimation. Les 15% qui vont aller en réanimation, il faudrait prévoir des centres de réanimation, les masques pour les autres, et le confinement pour ceux, surtout pour les personnes à risque dont je viens de citer. Et si on peut distribuer les masques aux personnes de santé et aux personnes fragiles, les personnes âgées, les personnes qui ont les comorbidités, l'hypertension et tout, je pense que peut-être à notre échelle, on pourrait y arriver. Parce que le dépistage, comme on a fait en Corée du Sud, où on faisait le test à tout le monde, je pense que chez nous, honnêtement, je ne pense pas qu'on puisse faire la PCR à tout le monde. Ça a un coût. Sachant même étant, et il faut savoir qu'il y a des gens qui sont PCR négatifs alors qu'ils ont le virus, alors qu'ils ont la maladie quand ce n'est pas élevé. Donc, il faudrait dans ce cas faire le scanner à tout le monde pour qu'il n'y ait plus. Donc, je pense que le masque, c'est vraiment la solution. Le confinement pour les personnes âgées, les personnes à risque. Et comme a dit tout à l'heure le docteur Etoa, quand vous allez à la banque, ne vous collez pas les uns sur les autres, une distance de 1 mètre de sécurité. Et peut-être avec ça, à notre façon, parce que chacun fait à sa façon. Hein. En France, le dépistage est ciblé.
On dépiste ceux qui ont les symptômes, on dépiste pas tout le monde. Donc, peut-être, on ne sait pas qui est malade, en fait. Peut-être moi, je suis malade. On ne sait pas. On peut être malade sans avoir les symptômes. Donc, la même façon, c'est d'avoir le masque pour recevoir les patients, que les kinés aient des masques, les infirmières, tous ceux qui reçoivent les patients aient des masques, et que les autres personnes qui restent confinées chez eux, s'ils n'ont pas une activité importante qui les oblige à sortir, mais surtout nos grands-pères, nos grands-mères, restez à la maison, n'allez pas au village, rendre visite à vos parents, arrêtez d'aller au village, jusqu'à ce que l'épidémie passe, parce que les personnes les plus fragiles sont les personnes âgées de plus de 70 ans. Et les personnes diabétiques, les personnes hypertendues, les personnes qui ont un cancer, les personnes qui ont des maladies respiratoires, voilà les personnes qui peuvent se trouver en réanimation s'ils attrapent la maladie. Nous, les autres jeunes qui sont bien portants, s'ils attrapent la maladie, ils vont s'en sortir, ils ne vont pas mourir, ils n'iront pas en réanimation. Voilà, vraiment, il faudrait qu'on fasse un truc ciblé. Voilà ce que je pourrais dire là-dessus, Seigneur-là. Voilà, et merci. Nos médecins qui sont décédés, bon, c'est vrai qu'au début, on n'était pas encore, on n'est pas les masques, c'est depuis la semaine dernière. Masques en France, maintenant, nous avons les masques, et je ne vois pas un patient sans mon masque, et j'ai mon hydroalcoolique. Dès que je vois un patient, je mets sur ma main, je nettoie mes mains, et j'ai toujours mon masque avec moi. Avec ça, distribuer ça à tous les personnels de santé, gratuitement, comme le fait, parce que l'État est la population, paie les impôts, c'est que l'État aussi peut nous aider quand ça ne va pas, n'est-ce pas? Merci, docteur Ghislain Okam, d'avoir été avec nous depuis la Normandie. On va également dire, on va appeler notre ami Jules Diala pour son mot de la fin depuis Shanghai en Chine. Jules, votre mot de la fin. Pour le peuple camerounais, confinement, masque et suivre les directives du gouvernement et aussi beaucoup lire. Beaucoup lire. Merci, il est... Oui, beaucoup lire. Voilà. Docteur, et toi, votre mot de la fin? Je pense que, pour paraphraser le président Macron, nous sommes en guerre. Et cette guerre ne fait que commencer en Afrique. Nous avons, nous, des craintes qu'elle soit pire que celle qui s'est passée dans d'autres continents, la Chine, l'Europe et l'Amérique, tout simplement parce que nous avons une culture de contact. En Afrique, les gens s'embrassent, les gens partagent des repas, des bons moments ensemble. Donc, casser cette culture-là pour installer la culture de la distanciation sociale, c'est très difficile, mais nous devons y parvenir. Nous avons également des difficultés sur le plateau technique pour prendre en charge les patients, donc c'est extrêmement difficile. Donc, nous devons prendre conscience que c'est une guerre qui va être longue à mener, qui va être dure. Nous devons être solidaires, nous devons être disciplinés, appliqués. Et si nous continuons à respecter ces mesures de distanciation sociale, au moins nous pourrons être sauvés. Ceux qui nous suivent, ceux qui copient notre exemple, toute la communauté et tout le peuple camerounais. Voilà, merci. On va donc terminer ce tour du monde des 4 continents. On va le préciser avec le docteur Jean-Marie Tchété. Votre mot de la fin, docteur Tchété. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Camerounais et au monde ce soir? Ouais, je voudrais revenir pour éclairer encore une fois de plus à l'antenne sur cette fois distinguer les faits et des faits prouvés en médecine. Il n'a pas été prouvé que le cas de la Chine a évolué à cause du fait que les gens ne portaient pas les masques. Si la population, tout le monde peut avoir les masques et porter, ce serait bien. Bon, voilà. Merci. Malheureusement, on s'arrête là. Merci. Merci à vous, docteur Jean-Marie Tchété, depuis le New Jersey aux États-Unis, Ghislain Okam en Normandie, au nord-ouest de la France, et depuis Shanghai, l'Empire du Milieu, il était avec nous, Jules Diala, et sur ce plateau à Douala en Afrique, c'était le docteur Etoa. Roger, bonsoir à tous. Bonsoir, le Cameroun.